Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très sensible à cet honneur et merci à cette nombreuse assistance. Ça me fait très plaisir de vous avoir en face de moi ce soir et j'espère que nous allons passer un bon moment tous ensemble. Alors, j'ai déjà affiché en quelque sorte le plan du propos en diapositive, de manière à ce que vous puissiez suivre au fur et à mesure les phases du développement, parce que bien sûr, le titre « Un monstre enfanté par les fils », enfin, il ne faut pas non plus qu'il y ait de malentendus. La mère juive n'est pas un monstre. La mère juive est un monstre enfanté par les fils. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce sont les fils qui ont fait de leur mère un monstre. Donc c'est ça que je voudrais vous montrer. Et c'est d'ailleurs avec ça que nous allons commencer à propos justement de la définition, dans mon introduction, de la définition de la mère juive. Alors, pour commencer sur cette définition, je ne l'ai pas faite moi-même, j'ai préféré aller voir un petit peu dans différents ouvrages et j'ai trouvé dans le livre qui a un titre assez humoristique, « Comment les rabbins font les enfants », paru en 2015 et qui a été écrit par Delphine Orviller, qui est elle-même femme rabbin au mouvement juif libéral de France. Donc, elle écrit un préambule tout à fait surprenant. Elle dit « La mère juive n'est ni toujours juive, ni toujours femme. Elle est parfois un père goy. » Bon, première surprise. Dans un autre style, Aldo Naouri, qui est très connu pour tous ses travaux sur la pédiatrie, sur les relations parents-enfants, etc., a écrit un livre avec Sylvie Angèle et Philippe Guton, qui sont donc deux psychanalystes renommés, un ouvrage qui s'intitule « Les mères juives n'existent pas. Mais alors, qu'est-ce qui existe ?» Et après avoir tracé à grands traits un portrait type du cliché de la mère juive, il ajoute « J'ai rencontré au cours de ma carrière de pédiatre quantité de mères non juives auxquelles ces caractéristiques pouvaient intégralement s'appliquer, tout comme j'ai rencontré des mères juives auxquelles elles ne le pouvaient absolument pas. » Dès lors, on mesure mieux la complexité du débat. Qu'est-ce qu'une mère juive ? Si on en croit les citations que je viens de faire, la définition de celle-ci relève de l'insaisissable. Elle est représentée ensuite comme simultanément dévouée et toute puissante, mais elle a quand même d'extraordinaires pouvoirs. Alors, dans ces pouvoirs, elle serait à la fois partout et nulle part, unique et diverse, ce qui lui permettrait d'agir en toute liberté pour affirmer dans un même élan une autorité despotique et un amour infini. Cependant, lorsque la figure maternelle est mise en scène, cette figure maternelle paradoxale est mise en scène par les écrivains, les cinéastes et les artistes peintres par exemple, d'origine juive, cela dans la première moitié du XXe siècle, eh bien, elle paraît toujours pleine de modestie et d'abnégation. Ce motif de la mère juive, toujours prête à se sacrifier, assure d'ailleurs une proximité, une familiarité, pourrait-on dire, entre des œuvres très différentes. Par exemple, entre le livre de ma mère de Cohen, qui est paru en 1954, et le film The Jazz Singer d'Alan Crosland, sorti en 1927. A priori, aucune ressemblance entre ces deux œuvres. Et pourtant, dès que les mères interviennent, on trouve des points communs entre les deux textes. Je vous en parlerai bien sûr tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, la question fondatrice qui va articuler le propos, c'est quelle est l'heure de naissance de la mère juive redoutable. À quel moment, en quel pays est-elle née?
À quel moment les Yiddish Mama, si tendre et si adorée de tous, s'est transformée pour devenir une jocaste des temps modernes et la cible de fils qui vont tirer à boulet rouge sur elle. C'est donc de la création du mythe que je veux vous parler, tout en considérant des facteurs historiques et sociologiques qui vont permettre donc de suivre cet itinéraire et de voir quel a été le parcours de ces mères qui ont été d'abord des monstres sacrés, parce que sacré tout seul ne suffit pas, c'était des monstres sacrés, puis massacrés, et le jeu de mots n'est pas de moi, mais d'Albert Cohen. Il l'emploie non pas pour parler de sa mère, mais pour parler d'une femme aimée, mais pour lui, les femmes aimées et la mère ont à peu près les mêmes caractéristiques. Et donc, c'est ainsi que nous allons pouvoir comprendre ce qui se passe entre les mères qui ont été d'abord révérées et celles qui ont été ensuite l'objet de toutes les critiques. La transition passant par le fait que les temps changent. Et donc, on verra les problèmes historiques qui se posent. Alors d'abord, cette mère, en quoi est-elle un monstre sacré? Le mot monstre sacré, c'est une expression qu'on emploie pour les acteurs au cinéma ou au théâtre, c'est-à-dire des gens qui ont un caractère totalement exceptionnel, qui sortent de l'ordinaire. Et la mère juive sort de l'ordinaire. Elle est un monstre sacré, et en ce cas d'ailleurs, l'expression n'est pas du tout péjorative, au contraire. Alors, pour vous montrer en quoi elle est extraordinaire, je voudrais commencer par une petite histoire qui est tirée du folklore juif et qui est citée par René David. René David, qui est l'auteur de l'ouvrage Les femmes juives. Un jour, Anna, la fiancée jalouse de Yankel, lui demanda d'aller quérir pour elle le cœur de sa mère. Sous l'emprise de l'ogresse, Yankel tua sa propre mère et s'empara de son cœur. Puis il s'enfuit à toutes jambes. Et comme il courait, tremblant d'émotion, il trébucha, laissant rouler le cœur sur l'asphalte. C'est alors qu'il entendit une voix monter du cœur. « Mon fils, mon chéri, tu ne t'es pas fait mal, moi. » Voilà ce qu'est l'essentiel de la mère juive. Le côté prodigieux et miraculeux dont je parlais déjà tout à l'heure, où ce terme de monstre est absolument à prendre dans son sens étymologique, puisqu'il s'agit d'une figure fantastique, un cœur qui parle. Cette figure fantastique, d'ailleurs, fait penser au conte de fées. On a l'impression d'être dans un conte de Grimm, avec Blanche-Neige, par exemple, et la belle-mère qui veut prendre le cœur de la jeune fille. Mais cette mère, elle est prête à hanter, en vérité, l'existence de son fils pour l'éternité. Il a essayé de la tuer, il n'a pas pu. Et on est là donc dans une perspective qu'on pourrait dire carrément shakespearienne. C'est comme Hamlet, Hamlet le fils maudit, qui ne pouvait pas faire son devoir et dont le spectre paternel était là pour le hanter. On est aussi un peu là comme dans Woody Allen. Woody Allen, bon, je vous passerai les diapos après parce que ça va couper le fil et en plus je ne vois pas. Ah voilà, Oedipus Rex. Donc Woody Allen, c'est le cinéaste évidemment bien connu, américain, juif, qui dans tous ses films parle de judéité, dans tous, et qui dans une nouvelle qui s'appelle Oedipus Rex, qui veut dire régulièrement Oedipe roi, sauf que Rex ici c'est pas roi, Rex c'est épave, c'est-à-dire que ce pauvre garçon a été réduit à l'état d'épave par sa mère.
sa mère qui, vous voyez, le hante depuis le ciel. Hein, elle est morte, en principe. Je dis en principe parce qu'en réalité, bon, c'est plus compliqué que ça. Et elle hante le ciel de Manhattan et elle le poursuit de ses malédictions. Et elle continue à lui dire de ne pas se marier avec la femme qu'il aime. Donc, vous avez cette mère qui pèse sur le personnage, qui est complètement envahissante et qui fait que le fils ne peut plus vivre. La mère refuse de se taire, quelles que soient les circonstances, même quand elle est au ciel ou roulant sur le sol. Elle est présente dans les moments les plus incongrus. Elle est toujours stoïque et douloureuse. Et elle passe maîtresse dans l'art de culpabiliser le fils. Yankel n'a pas réussi à tuer sa mère pour une bonne raison. C'est parce que l'on ne lutte pas contre la foi d'une martyre de l'amour. La mère juive est une martyre de l'amour. C'est un peu excessif. Alors, on va se demander quand même comment on en est arrivé là. Et c'est donc à ce propos que je reprends ce que commençait à dire M. Roski, à savoir comment ça se passait du côté de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les mères, de toute façon, n'avaient pas la possibilité de s'affirmer, de protester haut et fort. Donc, il leur fallait des stratagèmes. Et d'ailleurs, Aldo Nauri parle à propos de ces mères en disant que ce sont de sacrées manipulatrices. Or, ces sacrées manipulatrices, eh bien, on en a un brillant exemple avec Sarai. Sarai et son mari Abraham, qui étaient donc les premiers noms des personnages avant qu'ils ne deviennent Sarah et Abraham. Sarai est stérile et elle encourage son époux à procréer avec sa servante Agar. C'est donc dans la Genèse, chapitre 16. Compagnon docile, Abraham accepte. Mais lorsque la servante est enceinte, Sarai n'arrête pas de se plaindre. Elle trouve qu'elle n'est pas assez respectée. Et puis, finalement, eh bien, la servante met au monde un fils, Ismaël. Plus tard, lorsque Sarai et Abraham vont devenir, par la volonté divine, Sarah et Abraham, et qu'ils donnent naissance à Isaac, alors qu'ils ont 90 et 100 ans, c'est Sarah qui est la première mère juive au sens strict. Ce n'est pas encore le cliché, mais c'est la mère juive, donc au sens propre du mot, qui ordonne à son époux, sans aucun état d'âme, de chasser Agar et Ismaël. Abraham s'exécute. Et il s'exécute d'autant plus que Dieu confirme la demande. Dieu dit, écoute tout ce que dit Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. En somme, en ce combat douteux pour avantager son fils, Sarah, comme les mères juives officielles qui vont suivre, bénéficie du soutien de l'Éternel. Sans entrer dans les détails, parce que ce sont des choses que tout le monde connaît, je rappelle simplement que Rebecca, elle aussi, dans le genre attitude pleine de duplicité, fait aussi bien, puisqu'elle va avantager son fils Jacob au détriment d'Ésaü, en profitant de la quasi-cécité de son mari. Donc, on peut dire que les matriarches de l'Ancien Testament ont beau rester en retrait par rapport aux personnages principaux, aux patriarches, eh bien, lorsqu'elles sont animées par le souffle de l'amour maternel, elles arrivent tout de même à intervenir dans le destin des fils. Il faut rappeler à ce propos, comme le dit René David, que dans l'hébreu du rituel et de la liturgie, enfant se dit fils.
qui n'a que peu de conséquences dans la vie quotidienne des femmes, puisque les filles n'ont pas le droit d'exercer quelque fonction que ce soit. Mireille Hadas-Lebel écrit à ce propos: sur le plan des lois bibliques, la femme est l'éternel mineur qu'elle est dans toutes les sociétés patriarcales, soumise à son père, puis à son époux. Sa parole a peu de poids dans les témoignages sous serment, et le serment ne peut être délié que par l'homme qui exerce sur elle son autorité. Très curieusement, on retrouve la même chose dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de saint Paul, à Timothée. Alors, il dit la chose suivante: je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer l'homme, qu'elle se tienne donc en silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par la maternité, à condition de persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Voilà un programme, c'est celui donc du Nouveau Testament, qui correspond encore à l'orthodoxie des familles juives au XIXe siècle. Mais, tout de même, les femmes juives ont un petit avantage par rapport à celles qui sont régies par le Nouveau Testament, c'est que la mère, enfin comme le dit toujours d'ailleurs Mireille Hadas-Lebel, la mère juive, non, pardon, pour être juif, enfin, tout le monde le sait, un enfant doit être né d'une mère juive. Or, cette mère juive serait donc la garantie de l'ascendance juive, mais elle est en même temps contrainte de vivre dans l'effacement. Or, si elle bénéficie de cet avantage quand même considérable, qui est donc de donner seule la religion à son enfant, cet appui donc qui est accordé par la halakha, eh bien, il est tout à fait normal qu'elle exerce son autorité sur ses enfants et notamment sur ses fils. Et il est tout à fait normal aussi qu'elle exerce ses revendications, qu'elle désire s'instruire et qu'elle sorte de son état de servitude. Cependant, l'émancipation féminine n'est pas facile dans un monde où les rabbins utilisent une parole très dogmatique et parfois plus rigide que les textes bibliques. Dans ses mémoires d'un monde disparu, Isaac Bashevis Singer, le fameux auteur polonais qui écrivait en yiddish et qui est allé finalement aux États-Unis et qui a eu le prix Nobel d'ailleurs en 1978, se remémore la nomination de sa jeune sœur. Les fidèles entrèrent à pas feutrés dans la synagogue où mon père était en train de nommer Sarah. Engendrer une fille relevait d'une infamie pour laquelle un jeune père recevait parfois le fouet. À la maison, la naissance ne fut pas célébrée. On servit simplement des biscuits aux œufs et un alcool pour les quelques hommes qui daignaient nous rendre visite. Pour une fille, ça suffisait bien. Agatha Tunchiska, qui est une universitaire qui elle aussi s'est consacrée à l'œuvre de Singer, rapporte une autre anecdote, anecdote qui a été dite cette fois par Joshua Singer, le frère aîné. Et il raconte comment vivait cette petite Sarah. Sarah était une fille extraordinaire, paraît-il. Elle avait beaucoup de talent, elle était brillante, elle comprenait tout. Elle voulait vivre comme un garçon. Mais bien entendu, il n'en était pas question. Alors un jour, elle se demandait quelle serait sa vie. Et sa mère lui répond de la sorte. Pardon.
que peut bien être une fille. Une fille juive, pieuse, n'a qu'une seule vocation, apporter le bonheur dans la maison de son mari et lui donner des enfants. Pardon. Ce programme, tracé donc depuis plus d'un millénaire, ne laisse aucune place aux femmes pour s'affirmer dans le monde des hommes. Et pourtant, cet avenir complètement immuable va changer. Il va changer en fonction de facteurs historiques et de facteurs sociologiques déterminants. Ce qui nous permet donc d'aborder notre deuxième point qui a disparu, mais dont vous vous souvenez, à savoir le monde change, les femmes, les mères et les fils aussi. Alors, je ne vais pas faire une étude exhaustive du statut des mères juives, mais juste rappeler quelques faits. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, la diaspora séfarade s'est éparpillée. Elle n'avait pas le choix. Elle est allée là où on voulait bien la recevoir, à Constantinople, à Salonique, à Venise, Amsterdam, Londres, au Brésil. Au XVIIe siècle, il y a même des communautés qui ont décidé d'aller vers les Amériques. Mais en 1654, 24 maranes, donc ces maranes, c'était ceux qui faisaient mine d'être convertis, mais qui continuaient à pratiquer, étaient allés au Brésil, ont été chassés de Recife et ont décidé d'aller vers une ville qui s'appelait la Nouvelle-Amsterdam et qui aujourd'hui est New York. New York était gouvernée par Peter Stuyvesant. Peter Stuyvesant qui était évidemment très antisémite. On lui demande si c'est possible d'accoster, il accepte. Il accepte, mais ça ne l'enchante pas. Surtout qu'ensuite, 2 ans après, vont arriver des Ashkénazes. Quoi qu'il en soit, à la fin du XVIIe siècle, il y a 250 juifs dans cette région qui est devenue une colonie britannique. Ces derniers possèdent la liberté de culte, mais ils font bien sûr l'objet de nombreuses restrictions qui les empêchent d'être des citoyens à part entière. À partir de 1836, il va y avoir l'arrivée de juifs allemands qui modifient le profil de la communauté séfarade. Et c'est surtout après, avec l'immigration massive des juifs d'Europe de l'Est, entre 1892 et 1924, que la communauté des juifs exilés se dessine vraiment. Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'en fait, la plupart des auteurs qui ont parlé de la façon dont les juifs vivaient à cette époque sont des auteurs ashkénazes. Il y a très peu d'auteurs séfarades qui en ont parlé. Il y en a quelques-uns, mais ils n'ont pas laissé n'ont pas accordé autant d'importance à ce problème de la colonisation, enfin du départ des Juifs vers l'Amérique, et surtout par le fait qu'en Amérique, aux États-Unis, il s'est vraiment construit un monde juif qui n'existait pas de la même manière ailleurs. Alors justement, les mères, les immigrants sont partis, ils ont débarqué, en masse à Ellis Island, cet endroit qui était épouvantable, où on les recevait très mal, où c'était sale, où c'était surpeuplé, où il y avait des maladies. Enfin, bon, vous connaissez tous la réputation de ce lieu. Et pourtant, les jeunes gens venant de tous les pays, Ukraine, Russie, Biélorussie, Lituanie, enfin tous ceux d'Europe de l'Est, rêvaient d'Amérique, pensaient que c'était l'Eldorado et
ont débarqué là-bas. Et les mères, dans cette histoire, eh bien les mères, elles étaient attachées à leurs enfants, évidemment, mais elles étaient âgées, elles étaient fatiguées, elles étaient malades, elles ne pouvaient pas prendre la route comme ça, si vite. Et donc, elles laissaient les jeunes gens partir. Alors, il y a l'exemple d'un écrivain juif, justement, qui s'appelle Marcus Ravage, donc, qui est mort en 1965, donc 1884-1965, qui se remémore la manière dont sa mère a réagi au moment du futur départ. Le soir, quand nous étions seuls tous les deux, ma mère me faisait asseoir à ses pieds sur son petit tabouret, et pendant que ses doigts agiles maniaient les aiguilles à tricoter, elle me regardait comme si elle voulait m'absorber dans son regard, pour garder un peu de moi pendant la longue absence à venir. « Tu nous écriras, n'est-ce pas, mon chéri ?» disait-elle sans cesse. « Et si je dois mourir quand tu seras loin, souviens-toi de moi dans tes prières. » Au moment du départ, quand le train arriva à la gare, ses émotions furent plus fortes qu'elle. En m'étreignant une dernière fois, elle éclata en sanglots et père dut nous séparer. Dans sa façon de s'agripper à moi, il y avait un désespoir que je ne pouvais comprendre à l'époque. Maintenant, je le comprends. Je ne l'ai jamais revu. Donc, vous voyez, ces départs sont une tragédie. Ils sont une tragédie pour ceux qui restent. Ils vont aussi être parfois tragiques pour ceux qui partent. Mais en tout cas, ils vont modifier en quelque sorte la situation de la femme. Et nous, c'est ce qui nous importe. Parce que les femmes en Europe de l'Est, eh bien, elles vivaient selon ce que Irving Howe appelle la culture du shtetl. Cette culture du shtetl, c'était que les hommes se réunissaient, enfin la population se réunissait dans ces petites bourgades, dans ces villages, dans ces quartiers de petites villes pour être tous ensemble, mais les hommes, célibataires ou mariés, ne songeaient qu'à une chose, étudier. Étudier pour se rapprocher de Dieu. Et d'ailleurs, je cite, « Le prestige d'un homme, son autorité, son rang, dépendait beaucoup de son degré de savoir. » Quant aux mères, eh bien, elles avaient la mission de travailler à l'extérieur pour assurer la subsistance de la famille, tandis que les hommes étaient à la yeshiva. Mais bien sûr, l'épouse devait aussi assurer sa fonction de mère nourricière, alors que le fait de manger, c'était un combat quotidien. Et on voit d'ailleurs très très bien aussi ces souffrances dans un autre livre d'un grand auteur yiddish, Itzhak Peretz, qui, dans Les Oubliés du shtetl, montre comment la mère de famille arrive, même dans le plus grand dénuement, à honorer modestement sa table les soirs de Shabbat et les soirs de fête. À ce moment-là, on peut dire que la mère est une sainte. C'est une sainte, et c'est une sainte, mais dans un combat dérisoire, un combat dont personne ne parle. Elle est la sainte dans l'oubli. C'est pas très intéressant d'être une sainte si personne ne sait qu'on est une sainte. Et le monde, ce monde précaire, ce monde douloureux, tout à coup, va basculer dans l'horreur le jour où le tsar Alexandre II, qui était le seul un peu favorable aux Juifs, est assassiné. Et donc, à partir de ce moment-là, les violences se déchaînent, les pogroms se déchaînent, le statut administratif des Juifs est totalement perdu. Ils avaient ce qu'on appelle les zones réservées, c'est-à-dire des endroits où ils avaient le droit de rester. Ils n'ont plus le droit. Et désormais, tout le monde
père, mère, enfant, tout le monde va partir en exode, tout le monde va aller en Amérique du Nord. Et ils débarquent donc tous à New York, puisque c'est déjà là qu'il y a les bases de la famille juive. Alors, dans un premier temps, les communautés vont essayer de retrouver un petit peu ce qu'elles ont laissé au pays. Les familles s'installent à New York, dans le Lower East Side, qui devient le quartier le plus peuplé de la ville, mais qui est le ghetto, hein, donc qui est assez misérable. L'adaptation à la vie américaine est très difficile. La vie familiale, bien sûr, est désorganisée. Le rythme de la cité est infernal. Vous imaginez débarquer d'un village et se retrouver à New York. On passe un temps infini dans les transports, un temps infini pour trouver du travail et même pour loger décemment. Mais quand on arrive à se trouver un toit, eh bien le seul repère fiable, c'est encore la mer. Alors là, vous avez, je vais vous lire un récit d'immigrant qui rend hommage, lui aussi, à sa mère, cette femme exceptionnelle. Elle était capable de travailler de l'aube jusqu'à tard dans la nuit pour son mari et ses enfants. Comme la plupart des femmes juives de cette époque, elle n'avait pas reçu d'instruction. Elle observait et observait pourtant dans leurs moindres détails toutes les règles et les lois de la religion juive. Elle aimait ses enfants d'un amour tyrannique. À la plus légère incartade, elle jurait, elle menaçait et souvent elle soulignait son indignation d'une série de claques. Mais l'instant d'après, elle demandait pardon à Dieu tout bas. Pauvre agneau innocent, chuchotait-elle. Ce n'est pas ma faute, ni la leur, si nous sommes si pauvres, et si nous n'avons pas assez de quoi manger. Pourtant, comme l'écrit toujours Irving O, la cuisine reste le lieu où la famille peut se réunir dans un semblant de communauté, alors que dans la plupart du temps, on y mangeait en ordre dispersé. Le vendredi soir, au moment du Shabbat, la famille au grand complet se réunissait. Elle se réunissait et le dîner, évidemment, était préparé par la mère, qui en somme arrivait à faire trois choses, à réaliser trois vœux. Premièrement, honorer le moment religieux. Deuxièmement, partager la nourriture traditionnelle. Troisièmement, avoir sa famille près d'elle. Donc, la cuisine, comme l'a écrit un autre intellectuel de l'époque, Alfred Kazin, la cuisine est la pièce où la mère est souveraine. Donc, ces mères hors du commun, qui ont beaucoup travaillé, vont connaître quand même leur heure de gloire avec une pièce de théâtre qui va être écrite par un auteur yiddish, Jacob Gordin, et cette pièce s'intitule Mirele Efros, en 1898. Celui qu'on surnommait le Shakespeare yiddish, c'est vous dire s'il était important, a fait du personnage de la mère juive une version féminine du roi Lear. Donc on voit comment la chose commence à s'inverser un petit peu. La pièce a eu un immense succès, aussi bien aux États-Unis que sur le plan international. La figure maternelle entrait en tant que conquérante dans la littérature yiddish. Et elle devenait une nouvelle version de la maternité. La mère était capable d'être une femme d'affaires qui sauvait, donc dans la pièce, elle sauve de la faillite l'entreprise de son mari qui vient de mourir. Elle la sauve de la faillite et elle la fait prospérer. Mais cette femme dure, cette femme tenace,
reste une femme qui a du cœur. Et c'est une femme qui, par exemple, continue à céder devant les larmes de son fils quand il lui réclame quelque chose. C'est une femme qui accepte sa bru alors qu'elle ne l'apprécie pas du tout. C'est une femme qui va même pousser la noblesse à faire don de toute sa fortune aux jeunes couples et à partir, à les laisser, à se fâcher avec eux. Elle rompt avec le fils et elle se fâche et elle va très loin. Et plusieurs années après, elle a réussi à refaire fortune, tandis que le fils et la belle-fille, eux, sont ruinés et veulent la retrouver, veulent la prier de revenir vers eux. Et finalement, elle y consent. Ça se passe à l'occasion de la bar mitzvah du fils, en fait du petit-fils. Sa bru la supplie de venir. Et Mirelle Ephros, donc c'est le nom de la mère, revient et fait la paix avec toute sa famille. Donc c'est une femme forte, c'est une femme moderne, c'est une femme qui a du cœur, et c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier, en quelque sorte. C'est quelqu'un de nouveau. Alors évidemment, dans la réalité de l'époque, on ne peut pas dire que les choses étaient aussi simples. Hein. On ne faisait pas fortune sur un claquement de doigts. Et en général, les femmes avaient plutôt des difficultés à se trouver simplement un petit morceau de viande pour nourrir la famille. Mais le mythe de la mère juive va prendre de l'ampleur et va se développer rapidement. D'autant plus qu'il est soutenu par une nouvelle inspiration, celle du divertissement populaire. Donc, avec le divertissement, la figure de la femme évolue, la figure de la mère évolue. On aime bien les divertissements. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, ils rappellent le folklore yiddish. Ils rappellent... D'abord, ils permettent aussi de faire une pause dans la société, et puis ils rappellent les comiques, les bouffons, les musiciens, enfin tout ce qui faisait la spécificité du folklore yiddish. Et puis il faut rappeler aussi que les billets d'entrée au théâtre, au cinéma, au music-hall étaient modestes, et que donc il offrait la garantie de s'amuser, de passer un bon moment tous ensemble dans une atmosphère de complicité et d'autodérision. Alors, notamment, il y a un chapitre qui est important dans ces divertissements, c'est celui de la chanson, avec la fameuse Yiddish Mama, dont je vous parlais tout à l'heure, et dont j'espère que je vais pouvoir vous passer un extrait si tout fonctionne, parce que cette Yiddish Mama, enfin la personne qui l'interprète est quelqu'un de très spécial. Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement. 3 flights in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but amid the dirt and all, there sat the sweetest angel, one that I fondly call. Je continue à parler parce que décidément, le matériel n'est pas très au point.
Alors, là, c'était... Bon, je reviendrai après sur le PowerPoint. Donc, Yiddish Mama, comme vous venez de voir, est interprétée par une femme qui s'appelle Sophie Tucker. La chanson a été composée par deux Ashkénazes, Lou Pollack et Jacques Yellen, en 1925. Et Sophie Tucker donc l'avait interprétée pour la première fois, mais personne n'imaginait que cette musique allait devenir l'hymne international et universel qui est dédié à la mer. Sophie Tucker, c'était une immigrante, elle aussi. Et elle avait fait ses premières armes dans ce qu'on appelait le blackface, c'est-à-dire un maquillage de noir, qui était d'ailleurs souvent proposé aux acteurs juifs et qui permettait en somme de se dissimuler derrière ce maquillage. Mais dans son cas, elle n'avait pas eu le choix. Elle n'avait pas eu le choix parce que la première fois qu'elle a fait une audition pour un grand spectacle, le responsable, qui s'appelait Chris Brown, avait déclaré « Elle est si grosse et si laide, celle-là, la foule des premiers rangs va la conspuer. Mieux vaut prendre du bouchon et lui noircir le visage. » Ce qui n'est pas forcément très, très aimable. Donc, pendant 2 ans, elle a fait du blackface. Et puis finalement, au cours d'une tournée, c'était tout à fait par hasard, elle a perdu ses malles. Elle a perdu ses costumes, elle a perdu tout, le maquillage. Et du coup, elle ne s'est pas démontée. Elle a décidé de ne pas se grimer ce soir-là. Et elle est montée sur scène à Boston, donc naturelle, et s'est mise à chanter Yiddish Mama. Et ça a été du délire. La foule était émerveillée, la foule était émue, évidemment, surtout qu'elle a une très belle voix. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous faire entendre. Elle était vraiment extraordinaire et ça a été vraiment ce moment-là qui a marqué donc le début de ce triomphe, le triomphe de la chanson, le triomphe aussi de cette actrice et chanteuse qui a eu ensuite une carrière tout à fait fulgurante dans les variétés. Alors, autre élément de divertissement qui là aussi a été particulièrement marquant pour la vie juive et pour la mère juive. Alors là, il s'agit du film The Jazz Singer. Jazz Singer, vous avez peut-être entendu parler de ce film. C'est avec Al Johnson. L'originalité de ce film étant que blackface, bien sûr, mais surtout que c'est la première fois qu'on a un film parlant. En vérité, quand on dit parlant, il n'y a pas beaucoup de séquences où on parle vraiment. On l'entend chanter, mais il n'y a pas énormément de séquences où il parle. Et alors, pourquoi y a-t-il eu un moment très très important avec ce Jazz Singer? Eh bien, le thème de Jazz Singer, c'est un thème typiquement juif. Typiquement juif, puisqu'il met en scène finalement le dilemme des jeunes gens face à la judéité de la famille et les tentations de l'extérieur et de la grande ville. Alors, ce qui se passe, l'intrigue est relativement simple. C'est-à-dire que le jeune homme, donc interprété par Al Johnson, qui effectivement lui aussi faisait du blackface, donc ce jeune homme est fils de cantor. Le cantor, c'est le chantre, oui, qui donc chante à la synagogue, et dans le film, il chante le Kol Nidré, le soir de la veille de Kippour. Et c'est une fonction qui est transmise de génération en génération dans la famille. Je crois qu'ils sont à la 5e génération.
Et cette fois, ce soir-là, c'est le fils qui doit le faire. Or, au lieu d'être en train de se préparer pour l'office, le fils est en train de s'amuser dehors et de jouer du piano et de chanter dans une espèce de café. Et c'est un des voisins qui le voit et qui le ramène par la peau du cou à son père, qui est fou de rage. Le père, enfin, évidemment, est furieux et il le bannit. Il le chasse pour de bon en lui disant que c'est un sacrilège, que quand on est fils de cantor, on chante des chants religieux et pas du jazz. Le fils s'en va. Il est mis à la porte, hein, il n'a pas le choix, il est mis à la porte. La mère est là, elle se tord les mains, mais bon, évidemment, la mère n'a pas son mot à dire. C'est le père qui commande. Et puis, donc, le fils s'en va. Il va faire des tournées. Il a du talent, il a de la volonté, de la persévérance. Et donc, il arrive, après plusieurs années, à devenir quelqu'un. Et à devenir même tellement important qu'il va avoir un soir de première à Broadway. Et son show va passer à Broadway, ce qui était évidemment la consécration. Il est très heureux, en plus il est amoureux d'une belle actrice qui joue aussi dans la revue. Il est évidemment dans un milieu profane et totalement scandaleux pour les juifs orthodoxes. Mais le soir où il doit chanter sur scène, voilà qu'il apprend que son père est agonisant, que son père va mourir et qu'il n'y a personne pour chanter le Kol Nidre. Évidemment, il réfléchit, il n'a pas envie, enfin, c'est vraiment un dilemme. C'est un dilemme. Il y a même des gens de son quartier qui viennent le supplier. Sa mère elle-même vient au cabaret pour le supplier. Et puis finalement, eh bien, il accepte. Il va renoncer aux lumières de Broadway et il va dire l'office à la place de son père. Et son père qui l'entend, puisque la synagogue est mitoyenne de l'appartement, entend son fils chanter, il dit « Mon fils est sauvé », il ferme les yeux, il meurt. Donc voilà pour le côté très édifiant de leur relation père-fils. Mais il y a la mère dont je n'ai pas parlé, alors que la mère est tout à fait importante dans cette histoire, même si elle n'a pas le droit de trop protester. C'est-à-dire que dans le film, si on avait le temps, mais il faudrait regarder tout le film pour voir ça, on voit qu'à chaque fureur du père correspond la tendresse de la mère. La mère qui non seulement essaie de comprendre le fils, mais le soutient et même essaie de donner des arguments pour qu'il aille continuer son métier de chanteur de music-hall. La mère qui va même, ultime transgression, se réjouir avec son fils, parce que lorsqu'il revient donc à la fin de la tournée, juste avant d'aller au spectacle, il a eu un petit entretien avec sa mère et il lui promet qu'il va l'emmener un peu partout, qu'ils vont s'amuser. Et la mère accepte. La mère donc commet une faute. La mère, pour quelques instants, a oublié l'orthodoxie pour imaginer qu'elle pouvait aller en robe rose à Coney Island avec son fils et danser, et chanter et s'amuser. Donc, d'un côté, il y a le père de l'Ancien Testament qui va vers la règle la plus stricte, intolérante, furieuse, vengeresse. De l'autre côté, il y a la mère qui n'est qu'amour, qui n'est que générosité, qui n'est que pardon. On pourrait presque dire, mais presque, hein, je dis ça avec beaucoup de précaution,
qu'elle est un peu dans l'esprit du Nouveau Testament, cette mer. Mais évidemment, ce serait monstrueux que de dire ça, donc je ne le dirai pas. En tout cas, cette mère qui est prête à oublier un peu sa foi pour l'amour de son fils, eh bien, elle n'est pas la première à le faire. On verra que, enfin, elle n'est pas la seule plutôt, puisque chronologiquement ça vient avant. Elle n'est pas la seule. La mère de Cohen fera un peu pareil. Voilà donc pour les relations de divertissement au cinéma. Un autre exemple est assez intéressant, toujours dans la relation mère-fils, celui des Marx Brothers. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu leurs aventures, Marx Brothers. Ils sont 5 et ils ont une mère qui a une immense ambition pour eux. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas privilégier un fils, comme la matriarche de la Bible. Elle veut privilégier les 5 fils. Elle veut que les 5 réussissent plutôt, les 5 réunis réussissent dans le spectacle. Et pour ça, elle les fait travailler d'arrache-pied. Ils sont donc, ils suivent parce qu'ils sont très obéissants et très dociles, et qu'elle est très dure, qu'elle est inflexible, qu'elle les fait répéter des heures et des heures. Elle veut coûte que coûte qu'ils deviennent célèbres. Et finalement, comme c'était souvent le cas au théâtre, avant de devenir des acteurs de cinéma, ils vont passer au théâtre. Et eux aussi, ils vont avoir droit à la première à Broadway. Leur premier succès a lieu en 1924 et s'appelle I'll Say She Is. Mais il y a une anecdote qui montre bien la personnalité de cette mère hors du commun. Lors d'une séance d'essayage en vue de la soirée, Minnie, donc Minnie c'est le nom de la mère, monte sur une chaise pour qu'on lui arrondisse son ourlet, tombe et se casse une jambe. Par conséquent, on peut imaginer que tout est perdu pour elle. Or, son fils raconte la suite dans ses mémoires. C'est les mémoires de Groucho, qui sont très amusantes d'ailleurs. Je crois qu'un tel désastre aurait découragé beaucoup de femmes de se rendre au théâtre, mais pas ma mère. À la limite, la soirée de la première n'en serait que plus excitante. Je doute que quelqu'un ait fait une entrée plus triomphale dans une salle de théâtre. Adressant de petits saluts de la main aux spectateurs, souriante, elle descendit l'allée centrale sur une civière. Et elle se fit installer au premier rang. Ce fut sa première victoire personnelle. Ce fut l'aboutissement de 20 ans d'intrigue, de privation, de flagornerie et de lutte. Mais il faut quand même ajouter quelque chose. C'est que, avec cet événement amusant, eh bien, la mère des Marx Brothers a réussi à leur voler la vedette, alors même qu'ils ne sont même pas encore entrés sur scène, et que, évidemment, tous les regards sont braqués sur elle. On ne peut pas dire que ce soit follement sympathique de la part d'une mère si dévouée. On voit donc comment l'évolution continue de se faire lentement mais sûrement. Toujours dans les plaisirs et les divertissements, eh bien, les New-Yorkais ont découvert avec bonheur une autre forme de plaisir, c'est le fait d'aller en dehors de New York, de sortir de la ville, notamment en été, puisque la ville est complètement étouffante, pour aller, comme il disait, en villégiature, à la montagne, aux Catskills. Les Catskills, donc, c'est une destination montagneuse, effectivement, qui est proche de New York et qui permettait, à moindre frais, de se reposer dans des hôtels-pensions au sein de la nature.
Les vacanciers sont tous juifs, ils parlent tous du yiddish, au point que par dérision, les Catskills ont été surnommés les Alpes juives, ou encore mieux, la Borch Belt, c'est-à-dire l'allusion aux plats préparés par les mères d'Europe de l'Est. Ces hôtels des Catskills, qui sont devenus au fur et à mesure beaucoup plus élégants avec le temps, possédaient cependant une dimension sociologique intéressante. Parce qu'on apprend par ce biais que les États-Unis, eux aussi, étaient touchés par l'antisémitisme décomplexé. Un antisémitisme tel que, par exemple, dans la liste des résidences estivales, où on pouvait donc réserver pour passer l'été, eh bien, il y avait des annonces, comme celle de la Carpenter Boarding House, qui mettait tout simplement interdit aux Juifs. Et cela depuis 1892. Il y a d'ailleurs un très bon film d'Elia Kazan qui s'appelle Le mur invisible et qui montre comment cette ségrégation, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, a continué de sévir dans les hôtels, justement, même après la guerre, ce qui est tout de même assez effarant. Enfin, moins effarant qu'on ne pense, parce que l'un des plus antisémites de l'époque, c'était quand même Ford, l'industriel Ford, qui justement était indigné de ce qu'il appelait la judaïsation du théâtre et du cinéma. Il trouvait qu'il y avait beaucoup trop de juifs au cinéma et au théâtre, et il disait que cela instillait un poison moral insidieux. D'ailleurs, les familles juives ont cessé d'acheter des véhicules Ford, évidemment, et Philippe Roth, dont on parlera tout à l'heure, a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le complot contre l'Amérique », qui est paru en 2004, où il parle largement, enfin c'est une fiction, hein, c'est une fiction, mais où on voit justement cet antisémitisme de Ford. Alors, conséquence, eh bien, les familles juives préfèrent rester entre elles, même lorsqu'elles sont en vacances. Elles n'ont pas oublié les violences antisémites d'Europe de l'Est. Et les mères, eh bien, les mères espèrent qu'elles vont pouvoir favoriser des rapprochements entre jeunes filles et jeunes gens. Elles vont donc multiplier les pique-niques, les repas festifs, les soirées dansantes, tout pour que les jeunes gens soient ensemble. Mais la nouvelle génération a changé. Et les rencontres en question ne débouchent pas sur les mariages espérés. Au contraire, les jeunes font des études, ils lisent, ils réfléchissent et ils vont même commencer à prendre leur distance avec le judaïsme traditionnel. En plus, dans les hôtels des Catskills, il y a, avec le temps, des soirées de divertissement qu'on appelle les soirées cabaret. Dans ces soirées cabaret, vous avez des jeunes artistes qui se produisent sur scène et qui obtiennent un succès assuré lorsqu'ils enchaînent à toute vitesse leur répertoire favori, les commentaires de la mère juive. On considère d'ailleurs que c'est dans ces lieux que le stand-up a commencé de prendre racine. Le stand-up qui ensuite s'est développé à Manhattan, dans les clubs. Alors ce stand-up, c'est donc un spectacle moderne où l'artiste est seul sur scène, face à son micro, et où il doit tenir son public en haleine avec des blagues courtes mais percutantes. Alors voilà, juste un petit exemple, évidemment, je ne vais pas vous faire un stand-up, mais un exemple d'une blague faite par Myron Cohen, qui était un spécialiste de la caricature de la mère juive. Une mère reçoit d'un ami de son fils du champagne et du caviar. Le fils lui demande ce qu'elle en a pensé. La mère répond : « Le soda était bon, mais les harengs trop salés. »
Voilà. Alors, vous voyez, c'est la blague courte, mais c'est la blague qui définit immédiatement la mère juive. Elle remercie à peine, elle répond avec autorité, et surtout, elle montre qu'elle ne connaît rien aux usages, rien au monde. Caviar et saumon, pour elle, c'est pas encore grand-chose. Et pour le coup, évidemment, elle fait honte au fils. Le fils qui, lui, ne rêve que de réussir socialement, que de grimper. Les artistes comiques qui brillent dans ce registre sont nombreux. On ne peut pas les citer tous, mais je voudrais juste vous parler une minute de Lenny Bruce, qui est quelqu'un d'assez connu, et qui était un auteur donc, de stand-up qui attaquait sans aucun problème aussi bien la famille, la mère, la tante, plus la tante que la mère, parce que sa mère était une artiste de variété, donc elle était moins dure, mais sa tante, c'était une mère juive, et il attaquait aussi de la même façon, et voire plus agressive, le monde politique. Et ses blagues se fondaient sur ce qu'il appelait le spritz. Le spritz, c'est-à-dire ces boutades mordantes qui lui ont même valu de faire de la prison parce que la censure était assez forte. Enfin, quoi qu'il en soit, tous ces comiques qui ont fait carrière, ils sont tous passés par les Catskills. Et c'est donc dans cette région où on avait vu les mères essayer de rivaliser d'élégance, d'amabilité pour être agréable, eh bien, on voit les fils émancipés, les fils qui ne veulent plus être de bons garçons, qui ne veulent plus entendre de judéité et qui condamnent ce qu'ils appellent, je cite, la culture saumon-bédole. Le coup de grâce final va être quand même porté en 1964 avec la fameuse publication du livre de Dan Greenberg, How to be a Jewish Mother, en français, Comment devenir une mère juive en 10 leçons, qui a fait de la mère un monstre comique. C'est un monstre comique. Tout à l'heure, on parlait d'un monstre sacré. Maintenant, c'est un monstre comique. Et pourquoi? Parce qu'elle veut constamment s'occuper de son fils, mais malgré lui, contre lui. Et forcément, ça tourne souvent à l'affrontement. Il y a une traduction française, donc c'est le livre que je vous montre, qui a été illustré par Wolinski. J'espère avoir le temps tout à l'heure de vous montrer les diapos. Et la pièce a été aussi interprétée à Paris par Marthe Villalonga, qui est la spécialiste des mères juives envahissantes, enfin des rôles en tout cas, des rôles, parce qu'en vérité elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive, mais bon, elle est excellente dans ce répertoire. Alors voilà, à titre d'exemple, les 7 sacrifices de base qui sont ceux de la mère juive. Écoutez pour voir si vous faites pareil. Premièrement, restez debout toute la nuit pour lui préparer un bon petit déjeuner. Deuxièmement, enlevez-vous le beefsteak de la bouche pour lui donner du gâteau. Troisièmement, acceptez une invitation chez des amis pour qu'il puisse amener une fille à la maison. 4. Acceptez la fille avec laquelle il sort, mais mettez-le en garde, inlassablement. 5. Ne lui dites pas que vous vous êtes évanoui de fatigue 2 fois en faisant les courses. Entre parenthèses, veillez toutefois à ce qu'il apprenne que vous n'avez pas voulu qu'il le sache. Je ferme la parenthèse. 6. Quand il revient de chez le dentiste, prenez pour vous sa douleur. 7. Quand ouvrez toute grande
la fenêtre de sa chambre pour qu'il ait le plus de bon air frais et fermez la vôtre pour éviter le gaspillage. Et l'auteur termine, cette liste n'est évidemment pas limitative, mais votre cœur de mère juive l'enrichira de trouvailles toujours plus originales. Voilà donc la perception de la mère juive telle qu'elle est présentée dans le domaine populaire, parce qu'on n'est pas encore dans la littérature, on est dans le divertissement populaire. Alors que, en littérature, eh bien, ça va devenir presque moins drôle. En littérature, cette mère dont je vous disais qu'elle était massacrée, eh bien, elle va être achevée par Philippe Roth. Philippe Roth, c'est celui par qui le scandale arrive. Pourtant, c'est quelqu'un qui dit avoir grandi à Newark, donc un quartier juif, dans les années 30-40. Il écoutait la radio, il jouait au baseball, un petit garçon américain comme tous les autres. Ses parents, Herman et Bess, avaient grandi dans le New Jersey et ils assuraient la transition entre l'ancien et le nouveau monde. Ils allaient à la synagogue, mais pendant les fêtes des jours redoutables pour faire plaisir aux grands-parents. De la même manière, la mère cuisinait cachère toujours pour les grands-parents et elle allumait les bougies du Shabbat. Mais enfin, vous voyez qu'il y avait déjà beaucoup de concessions. Il y a les grands-parents, donc on fait attention. Bon, ensuite, vraisemblablement, ça a dû se perdre un petit peu, mais pas culturellement. Le quartier dans lequel ils habitent, Wickahick, est une enclave presque entièrement juive située au sud-ouest de la ville. Comme beaucoup de familles, les parents de Philippe Roth donc, et de son frère Sandy rêvent d'avoir 2 enfants, avocats et médecins. Classique. Mais les enfants ne l'entendent pas de la même oreille et finalement les parents acceptent. Ils acceptent que les enfants fassent des parcours plutôt artistiques. Et donc, Philippe va aller s'inscrire à l'université à Bucknell, à 7 heures de route de la maison, moins pour fuir sa mère que son père, parce que son père était en conflit ouvert avec lui. Sa mère, curieusement, ça se passait plutôt bien. Et donc, à l'université, eh bien, il va découvrir des écrivains fameux comme Saul Bellow ou Bernard Malamud, qui sont évidemment des monuments de littérature juive. Et ce sont eux qui vont, en quelque sorte, lui donner l'envie d'écrire. C'est eux qui vont lui montrer que les histoires de famille juive sont aussi légitimes que les autres. Et du coup, il va se mettre à écrire en disant « mais on peut écrire ça, on peut raconter ça ». Pour lui, c'est la découverte. Alors, son premier texte récompensé d'ailleurs, c'est le Goodbye Columbus, une nouvelle, et qui est une satire des Juifs du Country Club de Short Hills, une banlieue chic de New York, où les personnages donc vont fuir pour, comme pour les Catskills, pour trouver un peu de fraîcheur, parce qu'ils étouffent à New York. L'histoire met en scène Tante Gladys et Oncle Max, 2 bons juifs traditionnels, et leur neveu, qui est chez eux momentanément parce que ses parents sont allés en Arizona. Le neveu, dès qu'il arrive, commence à courtiser Brenda. Brenda, qui est une jeune juive, riche, adorée de son père, le roi du lavabo. D'ailleurs, on peut voir dans Brenda un autre nouveau personnage, la nice Jewish girl, c'est-à-dire la petite princesse qui va être une espèce d'avatar de la mère juive.
Alors j'ai décidé de vous lire, j'ai choisi plutôt de vous lire un petit passage pour vous montrer un peu le style de la tante envahissante, tante Gladys. Tante Gladys prépare, mais volontairement, un repas différent à chaque membre de la famille. Et elle organise 4 services différents, donc chaque service pour un membre de la famille. Ce qui lui permet d'être observatrice du repas et de la consommation. En l'occurrence, là, on est devant le neveu. Qu'est-ce que tu veux boire? J'ai du ginger ale, de l'eau gazeuse, du jus de framboise. Rien, merci. Tu veux de l'eau? Je ne bois jamais pendant les repas, tante Gladys. Ça fait près d'1 an que je te le répète tous les jours. Max pourrait boire toute une caisse, rien qu'en mangeant son foie haché. Il travaille dur toute la journée. Si tu travaillais dur, tu boirais davantage. Près du fourneau, elle remplit une assiette de rôti, de sauce, de pommes de terre, de petits pois, de carottes. Elle la pose devant moi. Puis elle coupe 2 tranches de pain de seigle et les pose près de moi. Je tranche une pomme de terre avec ma fourchette et la mange, sous le regard de tante Gladys qui s'est assise en face de moi. Tu ne veux pas de pain? Je ne l'ai pas coupé pour qu'il reste là à rassir. Mais si, je veux du pain. Tu n'aimes pas le pain avec des graines, c'est ça? Je rompis une tranche de pain et la mangeai. Comment est-ce que tu trouves la viande? Ça va, elle est bonne. Tu vas te bourrer de pommes de terre et de pain et laisser la viande, et je n'aurai plus qu'à la jeter. Elle bondit brusquement de sa chaise. Le sel! Elle revient avec une salière qu'elle me planta sous le nez. On ne servait pas de poivre chez elle. Elle avait entendu dire dans l'émission de Galen Drake que l'organisme n'assimilait pas le poivre. Et cela ennuyait tante Gladys de penser qu'un aliment servi par elle pouvait passer dans l'œsophage, l'estomac et l'intestin juste pour le plaisir de la balade. Tu vas pas manger que les petits pois. Si j'avais su, j'en aurais acheté des 100 carottes. J'aime les petits pois, dis-je, je les adore. Et pour le prouver, j'en engloutis la moitié et déversai l'autre moitié sur mon pantalon. Pour la pauvre tante Gladys, la vie consistait à se débarrasser des choses. Ses plus grandes joies étaient de sortir les ordures, de vider les garde-manger et de faire des colis de vêtements élimés pour ceux qu'elle appelait les pauvres juifs de Palestine. Le portrait de la tante est amusant, mais pas encore trop agressif. Bien pire va être celui qui apparaît dans Portnoy, un ouvrage, Portnoy et son complexe, un ouvrage donc qui a fait scandale 10 ans après, lorsqu'il est arrivé. Il faut dire que l'époque a changé, le livre coïncide avec donc une mentalité différente, une nouvelle génération qui fait des manifestations, qui se réunit pour des concerts de rock, qui prône la libération sexuelle. Et c'est dans cette atmosphère donc que Roth va faire paraître son livre, dont le magazine Life annonce que c'est un événement majeur dans la culture américaine. Alors, en effet, le roman passe par le biais de la cure psychanalytique freudienne. Et tout au long du texte, le personnage, narrateur, Alexandre, parle à son psy. C'est donc une séance marathon qui assure la trame du roman. Le principe étant que, puisqu'il faut tout dire, eh bien Alexandre va tout dévoiler, des moindres replis de son âme, mais aussi de sa libido, très envahissante. Le pire étant que non seulement sa sexualité est obsédante, mais sa mère multiplie les surveillances pour savoir ce que fait son fils. Donc elle est prête
à l'épier constamment. Et pour cela, elle est toute prête même à recourir aux grands moyens, alors même qu'il est encore tout petit. Elle veut faire de lui un fils parfait. Alors, par exemple, il raconte à son psy, à ce moment-là, il est encore petit. Il est tout petit et elle décrète qu'elle ne le supportera pas dans la maison une minute de plus. Bien entendu, l'enfant se révolte devant la violence de la menace. Il prend peur, mais il renchérit par bravade en criant « Je te déteste ». Là-dessus, le narrateur poursuit, sur cette hérésie qui résonne au long des couloirs de l'immeuble, où elle rivalise avec 20 autres femmes juives pour gagner le titre de sainte patronne de l'auto-sacrifice. Ma mère n'a pas d'autre choix que de verrouiller la serrure à double tour. C'est alors que je me mets à cogner pour qu'on m'ouvre. Je me laisse tomber sur le paillasson pour implorer le pardon de mon péché qui, une fois de plus, consiste en quoi? Et lui promettre la perfection de ma part. Et rien d'autre jusqu'à la fin de nos existences. Allant plus loin dans la menace, la mère va même jusqu'à menacer son fils d'un couteau à pain, un couteau, précise, un couteau en acier inoxydable avec des petites dents de scie. Docteur, pourquoi une mère menace-t-elle son fils d'un couteau? J'ai 6 ans, 7 ans. Comment puis-je savoir qu'elle ne va pas vraiment s'en servir? Que suis-je censé faire? Je ne pèse probablement pas même 25 kilos. Quel est son degré de folie? Pourquoi un couteau? Pourquoi la menace d'un meurtre? Et pourquoi mon père ne l'empêche-t-il pas? Les souvenirs se succèdent en vrac dans le discours d'Alexandre, mais le fil rouge, c'est la mère qui va même pousser le zèle à le poursuivre quand il est aux toilettes, adolescent. Ouvre, Alex. Je veux que tu ouvres immédiatement. Alex, tu vas me répondre. As-tu mangé des frites après l'école? C'est pour ça que tu es malade? Non. Alex, tu souffres? Tu veux que j'appelle un docteur? Tu souffres ou non? Je veux savoir exactement où tu as mal. Réponds-moi. Alex, je ne veux pas que tu tires la chasse, dit ma mère avec sévérité. Je veux voir ce que tu as fait. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Et finalement, Alex tire la chasse en sortant. Qu'est-ce qu'il y avait donc là-dedans que tu étais si pressé de le faire disparaître? C'était surtout liquide ou surtout du gros popo? Je ne regarde pas, j'ai pas regardé. Et arrête de dire gros popo, je suis au lycée. Oh, Alex, ne me parle pas sur ce ton, hein. Ce n'est pas moi qui t'ai donné la colique, je te le garantis. Si tu mangeais ce que je te donne à la maison, tu ne serais pas obligé de courir au cabinet 50 fois par jour. En fait, ce que regrette la mère, enfin, pas que ce que regrette, mais ce que redoute la mère, c'est que son fils mange des hamburgers, un mot qu'elle répète avec amertume sur le même ton qu'elle dirait Hitler. D'autres scènes se poursuivent sans arrêt, tandis que Alexandre, devenu adulte, explique à son psy « Voilà mon existence, et je la vis au milieu d'une farce juive. Je suis le fils dans cette farce juive. Seulement ce n'est pas une farce. Dites-moi, je vous prie, qui nous a handicapés ainsi? Qui nous a rendus si morbides, si hystériques? Docteur, comment appelez-vous ma maladie? Est-ce la souffrance juive dont j'ai tellement entendu parler? Est-ce pour moi l'héritage des pogroms et de la persécution? Docteur, je ne peux plus supporter de m'affoler comme ça. Rendez-moi la force virile. Rendez-moi courageux.
rendez-moi fort. Or, curieusement, ces mots de farce virile, de farce juive, pardon, et de force virile, ce sont les mêmes que ceux qu'emploie Albert Cohen lorsqu'il parle des Juifs. Il a même écrit une pièce de théâtre inachevée qui s'appelait La farce juive. Donc j'arrive très vite à la mère juive de Cohen. Qui était-elle, cette mère? Elle s'appelait Louise Ferraud. Elle était fille du notaire royal de Corfou. Elle avait été toujours très fière de ses ascendants, mais lorsque son propre fils, Albert, avait réussi à devenir diplomate, elle n'avait pas assez de mots pour lui dire son admiration. Ainsi, elle ne cessait de lui faire répéter ses titres. « Dis-moi, mes yeux, cette situation que tu as en ce bureau international du travail, comment s'appelle-t-elle cette situation ?» Attachée à la division diplomatique, répondis-je. Elle rayonna. Par conséquent, les douaniers ne peuvent rien contre toi, je suppose. Tu passes, ils s'inclinent. Merveille du monde. Dieu soit loué qui m'a donné de vivre en ce jour. Archétype de la mère juive, Louise Ferraud est comblée par ses succès qui, pour elle, relèvent quand même du miracle. Son petit garçon a 31 ans, mais elle n'arrive toujours pas à concevoir comment il a réussi, même à devenir un auteur. Dis-moi, mes yeux, ces fables que tu écris. Elle appelait ainsi les romans que j'avais publiés. Comment les trouves-tu dans ta tête, ces fables? Dans le journal, il raconte un accident, ce n'est pas difficile, ce sont des inventions. Mais toi, des centaines de pages sorties du cerveau, quelle merveille du monde! Et moi, pauvrette, je ne suis même pas capable d'écrire une lettre de condoléances. Cependant, pour montrer qu'elle connaît tout de la vie, la mère juive se respecte et donne des conseils. Et mon fils, maintenant, écoute ma parole, car les vieilles femmes sont de bons conseils. En cette division de la diplomatie, tu as un chef, je pense. Eh bien, s'il te dit un mot de trop, ne te mets pas en colère, supporte un peu. Parce que si tu lui réponds mal, la bile lui monte à la cervelle et il te hait. Et Dieu sait quelle langue de vipère il a et quel poignard il prépare pour ton dos. Que veux-tu? Nous devons supporter, nous autres. Or, cette stratégie de mise en garde, de respect à l'égard de la hiérarchie et surtout l'évocation de ce « nous autres » qui désigne les souffrances du peuple juif sont autant de caractéristiques qui font de la mère de Cohen une représentante des mères juives que le fils ne supporte pas. Le fils ne la supporte pas parce que, bon, je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais ce que le fils ne supporte pas particulièrement, c'est l'ignorance de sa mère. Tout en lui pardonnant cette ignorance, il est souvent cruel avec elle. Par exemple, il lui inflige des tests tout à fait humiliants. Il se souvient, dans le livre de ma mère, du jour où elle avait pris sous sa dictée, avec tellement de fautes d'orthographe et de bonne volonté, des pages d'un livre de lui auquel elle ne comprenait saintement que dalle. C'est la citation de Cohen. Et pourquoi le fils impose-t-il cette épreuve à la mère? Pourquoi cette mesquinerie? Eh bien, parce que le livre de ma mère, ce n'est pas un hommage à la mère morte, comme c'est tellement et tellement répété. Le livre de ma mère, c'est surtout un mea culpa du fils. Un mea culpa où il va confesser ses erreurs, où il va confesser ses fautes, tout dire, et où après, d'une certaine manière, il estime qu'il est quitte. Parce que ce qu'il regrette dans le livre de ma mère,
ce n'est pas sa mère, c'est sa propre enfance à lui. C'est son âge de l'innocence, c'est le fait qu'il avait une mère qui l'adorait et le vénérait. Et d'ailleurs, quand il parle d'elle, dans le livre de ma mère, il l'appelle parfois Sainte, pauvre Sainte Poire. Sainte, mais poire. À d'autres moments, il parle d'elle comme d'un chien fidèle, à 4 reprises. Et quant à elle, eh bien, elle renonce à tout. Elle renonce à tout orgueil, à tout amour-propre, à toute lucidité pour satisfaire son fils. Et on est dans une forme de monstruosité parce qu'elle se réduit à néant pour faire plaisir à son fils. Alors, pour terminer, une dernière citation d'un autre fils dont j'aurais pu vous parler, mais bon, le temps nous est compté, c'est Romain Gary. C'est Romain Gary dans sa promesse de l'aube, qui lui aussi a été trop aimé. Alors, Romain Gary dit « Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On regarde, on espère, on attend. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Des bras adorables se referment autour de votre cou, des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Alors, pour finir, la mère juive est-elle un monstre? Pas vraiment. C'est juste une mère qui ne veut pas être oubliée. C'est donc une mère qui veut conquérir l'immortalité, tout simplement. Voilà, je vous remercie.